L'économie n'est pas un sujet compliqué, c'est simplement l'étude de l'interaction des gens avec les objets de valeur. Le problème, c'est que les gens sont très compliqués, et que cela peut rendre des hypothèses économiques qui semblent raisonnables en théorie, inexactes ou fausses. L'économie est également un sujet qui, pour le meilleur ou pour le pire, est lié à la politique, aux opinions personnelles et à notre qualité de vie au niveau personnel, national et mondial. La plupart des économistes sont d'accord sur 99% des sujets étudiés. Le 1% restant est essentiellement constitué de malentendus ou d'idéologies. Les idéologies économiques sont également faciles à comprendre. Certaines personnes croient en une culture plus égalitaire où les gens veillent les uns sur les autres, tandis que d'autres voient les mérites de la méritocratie, où les personnes qui contribuent le plus sont plus récompensées et où l'on incite tout le monde à travailler plus dur pour produire plus de richesses dans l'ensemble. Nous pourrions faire des vidéos interminables sur ce débat, mais pour l'instant il est plus efficace de se concentrer sur les malentendus économiques, et en particulier les économies d'échelle et la demande induite. Vous avez probablement entendu ces deux termes utilisés pour tout justifier, de la planification urbaine à la croissance des entreprises, en passant par des politiques économiques nationales entières. La demande induite, en particulier, est devenue l'argument favori de nombreux économistes, qui affirment que la construction de plus d'infrastructures entraînera de moins bons résultats. Le seul problème est que presque tous ceux qui parlent de ces deux théories économiques font des erreurs, ou du moins omettent de nombreux détails qui pourraient modifier les arguments pour ou contre certaines décisions très importantes que les gens devront prendre. Comment voter sur l'aspect de nos villes, quelles entreprises reçoivent les capitaux nécessaires à leur croissance et autour de quelles industries nous construisons nos économies. Tout dépend de la façon dont nous comprenons ces théories. La microéconomie est ici vraiment intéressante. Quelles erreurs sont faites en parlant des économies d'échelle? Quelles erreurs sont faites en parlant de la demande induite? Et quelle est l'utilité de ces théories pour expliquer des événements économiques réels? Les économies d'échelle sont la théorie économique de base selon laquelle, lorsqu'une institution individuelle, ou même une économie entière, produit davantage d'un bien ou d'un service particulier, leur coût unitaire diminue. Ce qui n'est pas faux, mais les gens supposent que le simple fait qu'une institution produise plus de quelque chose le rendra automatiquement moins cher. Ce qui n'est pas toujours exact et peut même avoir l'effet inverse et rendre les biens plus chers. Une expérience de pensée élémentaire permet de s'en rendre compte. Imaginez que l'on vous demande de fabriquer une seule boucle de ceinture à partir de matières premières. Cela vous coûterait beaucoup d'argent de commencer, car vous devriez acheter les outils nécessaires pour fondre le métal et le façonner. Si vous dépensez 200 $ pour un four et un moule en forme de boucle de ceinture, vous devriez également payer 4 $ pour de l'acier à fondre et payer 1 $ d'électricité ou de carburant pour faire fonctionner le four. Au total, une boucle de ceinture vous coûterait 205 $, ce qui est très cher et n'est pas économiquement compétitif. En revanche, si vous fabriquez deux boucles, vous pourrez réutiliser les mêmes outils et vous n'aurez à payer que 5 $ de plus pour l'acier et l'électricité supplémentaires. Cela signifie que chaque boucle ne coûte plus que 105 $, ce qui n'est toujours pas génial, mais représente presque la moitié du prix de la première boucle. Les outils sont des coûts fixes. Quel que soit le nombre de boucles que vous fabriquerez avec eux, ils auront toujours coûté 200 $. L'acier et l'énergie pour faire fonctionner le four sont des coûts variables, ce qui signifie que pour chaque boucle de ceinture supplémentaire que vous fabriquez, vous devrez payer 5 $ de plus pour ces apports. Même si tout cela vous semble élémentaire, il est important d'avoir une bonne compréhension des bases pour comprendre comment cela fonctionne dans le monde réel. Si nous fabriquons de plus en plus de boucles de ceinture, la théorie des coûts fixes et coûts variables suggère que le prix de chaque boucle de ceinture tendra vers 5 $, à mesure que le coût fixe de 200 $ devient moins important par rapport au coût total d'une boucle de ceinture. Si vous fabriquez 1 million de boucles, vous aurez payé 5 millions de $ pour l'acier et le carburant et 200 $ pour les machines nécessaires pour les façonner. 5 200 000 divisé par 1 million fait presque 5 $. On peut également s'attendre à ce que quelqu'un qui commande cette quantité d'acier et paie cette quantité d'électricité obtienne une réduction de prix de la part de ses fournisseurs, donc le coût unitaire peut même baisser encore plus. Ce sont les économies d'échelle. C'est une bonne chose pour vous en tant qu'entrepreneur, car vous pouvez mettre sur le marché un produit plus compétitif. Malheureusement, cet exemple simplifié à l'extrême omet de nombreux détails importants. Un four de 200 $ n'est probablement pas capable de faire fondre autant d'acier avant de tomber en panne ou de prendre tellement de temps pour produire autant de boucles de ceinture que l'entreprise serait obligée d'investir dans une machine plus grande. Si nous supposons, à titre d'exemple, que le four tombera en panne de manière prévisible après la millième boucle de ceinture, le coût unitaire de la production de 999 boucles de ceinture sera comme ceci, mais le coût de production de 1000 boucles de ceinture sera comme ceci.
C'est ce qu'on appelle la déséconomie d'échelle, c'est-à-dire que produire plus augmente le coût unitaire de production. Et ce phénomène se produit tout au long de l'échelle de production, même pour un article de base comme les boucles de ceinture. À un moment donné, vous devrez investir dans un entrepôt pour stocker tous vos matériaux et produits. Vous devrez peut-être embaucher davantage de travailleurs pour vous aider à fabriquer toutes ces boucles de ceinture, ou encore investir dans de grosses machines capables de fabriquer des boucles de ceinture plus rapidement qu'un four basique à 200$. Chaque fois qu'un investissement est réalisé dans la production, le coût unitaire d'une boucle augmente. Les économistes appellent cela la courbe des économies d'échelle à court terme. Ces pics d'augmentation des coûts s'accompagnent d'une tendance générale à la baisse lorsqu'ils sont répartis sur plusieurs unités. C'est vrai, jusqu'à ce que nous rencontrions le problème du long terme dans les économies d'échelle. Passé un certain point, acheter plus d'électricité et d'acier ne vous permettra pas d'obtenir des remises sur le prix, mais augmentera la demande du marché pour ces biens et les rendra plus chers. L'entreprise de boucle pourrait également manquer de personnes prêtes à travailler à proximité de fours chauds toute la journée. Elle devra donc commencer à payer les gens plus cher. Et peu à peu, chaque boucle supplémentaire finira par coûter plus cher. Il existe une quantité optimale de production, et au-delà, l'entreprise aura beau essayer de réduire ses coûts, ils ne feront qu'augmenter. En général, les économies d'échelle à long terme ne concernent que les très grandes industries qui opèrent à l'échelle économique globale. Mais il est tout de même important de comprendre qu'il ne suffit pas d'utiliser le terme économie d'échelle pour résoudre un problème. Parfois, cela peut même l'aggraver, qu'il s'agisse de construire des fusées pour aller sur Mars, des lignes de train pour relier toutes les villes de Chine, ou simplement de fabriquer une boucle de ceinture abordable pour éviter que les pantalons des gens ne tombent. Si une entreprise ou un programme gouvernemental prétend qu'un nouveau projet fonctionnera parce que les économies d'échelle rendront tout bon marché, il faut rester sceptique ou bien demander précisément à combien est estimé le coût unitaire d'un produit à un niveau de production donné. Supposez que produire plus réduit les coûts a provoqué de graves erreurs économiques dans le passé. Le gouvernement chinois a construit plus de 40 000 km de trains à grande vitesse au cours des 2 dernières décennies. Il a supposé qu'en construisant davantage, chaque kilomètre supplémentaire deviendrait moins cher. Mais cela n'a pas été le cas. Les coûts ont augmenté lorsque le pays a commencé à faire grimper les prix mondiaux de minerais de fer pour promouvoir des projets de développement comme celui-ci. Les lignes ferroviaires sont également passées de liaisons courtes et évidentes entre de grands centres de population à de longues liaisons entre des villages et des petites villes éloignées, à travers des cols de montagne et des déserts. Le coût du train à grande vitesse n'est jamais devenu suffisamment bas pour le rendre compétitif par rapport aux compagnies aériennes, qui sont beaucoup plus rapides dans un pays aussi grand que la Chine et dans de nombreux cas également moins chers, laissant le groupe ferroviaire d'État géré par le gouvernement chinois avec une dette de 900 milliards de dollars qu'il peine à supporter. Il s'agit d'un prêt qui dépasse le PIB de la plupart des pays du monde et qui aurait pu être évité grâce à une meilleure compréhension des économies d'échelle. Le développement des infrastructures de transport public est également victime d'un autre mythe économique dont on parle de plus en plus, à savoir la demande induite, théorie selon laquelle l'augmentation de l'offre d'un bien entraîne une augmentation de la demande de ce même bien. Cette théorie ne s'applique pas à tous les biens ou services. On ne peut pas produire 1 million de boucles de ceinture et s'attendre à ce qu'1 million de personnes aient automatiquement des pantalons trop amples. Elle s'applique surtout aux services publics, et un exemple classique est celui des autoroutes. La théorie veut que, lorsque les autoroutes ajoutent des voies supplémentaires pour accueillir plus de voitures, plus de gens choisissent de les emprunter, ce qui signifie que le trafic ne s'améliore pas. Cette affirmation est généralement étayée par la photo d'une autoroute à 16 voies avec embouteillage. En dehors des routes à péage, la plupart des gens ne paient pas pour utiliser une autoroute publique, de sorte que si la capacité est augmentée, rien n'incite les gens à ne pas l'emprunter. Donc même si la capacité grandit, elle sera utilisée au maximum. Cette théorie suggère également que la réponse à l'embouteillage n'est pas d'augmenter la capacité des routes, mais de les éliminer. Avant d'aborder les problèmes posés par cette théorie, je tiens à préciser quelque chose. J'adore les créateurs et les commentateurs qui appellent tout le monde à prendre le vélo ou le train pour se déplacer, et que je comprends les avantages de ces modes de transport du point de vue de l'environnement et de l'urbanisme. Mais j'aime ma voiture, j'aime rouler dans un cocon isolé d'acier et de cuir, et quel que soit l'argument économique convaincant en faveur du train ou du vélo, j'ai trop souvent été piégé par le mauvais temps et retrouvé entassé dans une boîte métallique exiguë pour renoncer à quelque chose qui me prend de porte à porte pendant que je chante avec ma terrible musique sans être jugé. Désolé Adam, je sais que je suis tout ce qu'il y a de plus mauvais dans le monde, mais oui, je ne suis certainement pas à l'abri des préjugés, et il est important de le reconnaître lorsqu'on évalue la validité d'une théorie économique. Bon, ceci étant dit, la théorie de la demande induite a été popularisée par une étude menée par Gilles Duranton et Matthew Turner intitulée « La loi fondamentale de l'embouteillage ».
L'étude a comparé le nombre de kilomètres parcourus quotidiennement sur les autoroutes américaines à la longueur totale des autoroutes américaines. Elle a montré qu'entre 1983 et 1993, le nombre de voies a augmenté de 32%, alors que le nombre de kilomètres parcourus par les automobilistes a augmenté de 77%. Entre 1993 et 2003, le nombre de voies a augmenté de 18% et les kilomètres parcourus de 46%. Il semble donc qu'une augmentation de la capacité des routes entraîne une augmentation de l'utilisation des routes. Mais c'est peut-être faire l'erreur de supposer que la corrélation est égale à la causalité. Une autre façon d'expliquer ce qui se passe est qu'à mesure que les populations et le nombre de voitures augmentent, les gouvernements construisent davantage de routes pour répondre à la demande, et non l'inverse. L'étude tient compte de ce fait et utilise quelques formules pour déterminer l'élasticité de la demande. C'est-à-dire combien la demande change pour un changement donné du prix. Par exemple, si le prix des boucles baisse de 10% et que la demande augmente de 15%, l'élasticité de la demande pour ce produit est de 1,5. C'est une demande élastique car la demande varie plus que le prix. Si le prix baisse de 10% et que la demande n'augmente que de 5%, l'élasticité de la demande serait de 0,5. C'est une demande inélastique. Ce phénomène est facile à observer pour les produits payants. Mais toutes les autoroutes étudiées étaient gratuites. Comment calculer l'élasticité de la demande en l'absence de prix ? La réponse est que les gens ne paient pas toujours les choses exclusivement avec de l'argent. Lorsqu'ils conduisent sur une autoroute, ils paient ce service avec de l'essence pour alimenter leur véhicule et le temps qu'ils passent dans cette voiture et qu'ils auraient pu consacrer à autre chose. Il y a aussi un coût fixe à l'achat d'une voiture. Il s'agit simplement d'une forme indirecte de coût d'opportunité. Dans le choix de conduire une voiture, les gens renoncent à l'argent consacré à l'essence et acceptent l'usure de leur véhicule qu'ils devront finir par remplacer alors qu'ils auraient pu prendre un autre mode de transport ou simplement rester à la maison. S'il est moins cher et plus rapide de conduire sur une autoroute que de prendre un bus ou un train, les gens choisiront toujours de conduire. Si les transports publics sont plus rapides ou moins chers que la voiture, de nombreuses personnes ne seront pas disposées à payer le prix de l'utilisation d'une voiture et choisiront de prendre le train. L'élargissement des routes réduit le coût supporté par les automobilistes. L'étude de Duranton et Turner résume que pour chaque 1% supplémentaire d'autoroute, les automobilistes choisiraient de conduire 1% de plus, parce que des routes plus larges rendent les déplacements en voiture moins coûteux parce qu'ils sont plus rapides. Des déplacements plus rapides signifient que l'on dépense moins d'argent en carburant et que l'on perd moins de temps, de sorte que les prix baissent et que la demande augmente. Il ne s'agit pas là de créer ou d'induire une demande, il s'agit simplement de la déplacer. Si l'on dessinait un diagramme du marché, il ressemblerait à cela. Voici l'offre des routes et voici la demande pour ces routes. À mesure que le coût d'opportunité des déplacements par la route augmente, les gens utiliseront de moins en moins ces routes. Si un grand projet d'autoroute augmente l'offre de route et que la ligne d'offre va d'ici à ici, cela déplace la demande d'ici à ici. Mais cela ne crée pas une toute nouvelle demande comme ceci. Et ce que l'étude ne dit pas, c'est que les gens sont davantage coincés dans les embouteillages. On pourrait penser qu'une augmentation de 1% de l'utilisation des routes, avec une augmentation de 1% des routes, signifierait que les gens passent le même temps dans les embouteillages. Mais les nouvelles routes, en particulier les autoroutes, ont tendance à être plus directes et peuvent supporter un volume de trafic plus élevé que les routes alternatives à travers les zones urbaines. L'étude elle-même a été fortement critiquée pour avoir formulé des hypothèses que d'autres économistes n'ont pas été en mesure de reproduire dans des études ultérieures. Sa méthodologie était également discutable, puisqu'elle mesurait les kilomètres parcourus sur les autoroutes. Construire davantage d'autoroutes peut inciter les gens à les utiliser davantage. Mais cela ne signifie pas qu'il y a plus de voitures dans l'ensemble, parce qu'une grande partie de ce trafic aurait été retirée des routes alternatives qui n'ont pas été mesurées dans l'étude. En fait, conduire sur ces types de routes est pire pour tout le monde, parce que les conducteurs roulent plus lentement et qu'il y a plus de bruit et de pollution de l'air à proximité des lieux de résidence. Mais si nous supposons que cette étude est absolument parfaite, ce n'est pas un argument en faveur de la demande induite. Plus de routes ne créera pas plus d'embouteillages, à moins qu'elle ne soit très mal conçue, et la réduction de l'offre de route ne soulagera pas non plus l'embouteillage. Duranton et Turner l'ont dit dans leur étude. La solution à l'embouteillage n'était pas de réduire les routes ou même d'offrir des options de transport public. La seule solution qu'ils ont trouvée a été d'augmenter le coût de la conduite d'une voiture par le biais de coûts relatifs à l'embouteillage. Pour être clair, les transports publics ont de nombreux autres avantages. Ils offrent une mobilité aux personnes qui ne peuvent pas conduire ou qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture. Ils sont beaucoup plus respectueux de l'environnement et ils peuvent faire des centres-villes des endroits beaucoup
beaucoup plus agréable à vivre sans le bruit et la pollution de milliers de voitures qui occupent des rues étroites. Tout cela devrait suffire à motiver l'investissement public dans ce type d'infrastructure. Il n'est pas nécessaire de recourir à des théories économiques mal interprétées issues d'une étude très discutée qui n'a même pas abouti aux conclusions qu'on lui prête. Trouver une solution efficace au problème du transport des personnes est déjà assez difficile sans nous embrouiller avec des théories économiques qui semblent intéressantes mais qui ne sont pas du tout fiables ou même pertinentes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao!